Comme j'ai une intro. Mesdames, Messieurs, chers congressistes, chers invités, bonjour à toutes et à tous. C'est un honneur et un plaisir pour moi de vous rejoindre à l'occasion de cette dernière grande ligne droite de votre 105e congrès national de l'AST ici à Nancy, où j'espère vous aurez passé depuis le début de cette semaine un séjour aussi agréable qu'utile. Je suis ravi de vous accompagner comme maître de cérémonie de cette séance plénière de clôture qui nous réunit autour d'un sujet à la fois très concret, très sensible et profondément actuel, et que les organisateurs ont souhaité formuler de la manière suivante. Vous le voyez à l'écran, comment informer la population d'un risque sanitaire. La question peut paraître simple, je crois cependant que nous serons vite d'accord à nous dire qu'elle ne l'est évidemment jamais dans la réalité, parce qu'informer dans de telles circonstances, ce n'est pas seulement transmettre une donnée, mais donner du sens, hiérarchiser, expliquer, rassurer quand il le faut, alerter quand c'est nécessaire, et surtout le faire avec toute la justesse requise. Alors dans le domaine de l'eau, des pollutions, des risques sanitaires, la difficulté me semble-t-il en tout cas d'autant plus grande qu'un certain nombre de menaces sont invisibles, parfois diffuses, souvent complexes à qualifier, toujours susceptibles d'altérer la confiance. Ce qu'il nous est proposé de discuter dans la grosse heure qui vient, c'est donc bien plus d'une question de communication, c'est une question de santé publique, de responsabilité collective. Et je prolongerai même l'idée en disant que c'est aussi une question de relation entre les institutions, les experts, les élus, les opérateurs, les médias et bien sûr le citoyen, car vous le savez mieux que quiconque, la confiance, eh bien, elle ne se décrète pas, elle se construit dans la durée, par la cohérence des messages, par la qualité des contrôles, par la transparence des décisions et bien entendu par la capacité aussi à parler au bon moment, avec les bons mots, au bon niveau de compréhension accessible à tout un chacun. Et dans certaines situations, il faut le dire vite, dans d'autres, il faut expliquer davantage avant de conclure. Parfois, il faut reconnaître que les arbitrages sont assez difficiles et que certaines décisions peuvent sembler contradictoires. Mais c'est précisément dans cette tension entre exigences scientifiques, nécessité d'alerte et impératif de lisibilité que se joue la crédibilité de la parole publique. Sur la base de ces quelques réflexions liminaires qui n'engagent évidemment que moi, simplement pour nous plonger tranquillement dans le sujet, je vous propose alors d'ouvrir un dialogue qui va être fondé sur l'expertise, la pluralité des points de vue et la recherche de complémentarité, exactement la marque de fabrique de l'AST. C'est en tout cas l'esprit de cette table ronde que je vais avoir le plaisir de conduire maintenant et au cours de laquelle nous allons pouvoir croiser des regards institutionnels, scientifiques et opérationnels pour mieux comprendre comment informer sans affoler, comment alerter sans brouiller et comment construire, parfois même reconstruire une parole crédible, factuelle, compréhensible et mobilisatrice. Et ce, avec l'aimable concours de 5 personnalités que je vais maintenant inviter à me rejoindre. J'appelle donc Rachel Burgi, Nathalie Davoine, Mathilde Merlot, Jean-Philippe Rodet à me rejoindre sur scène. Ça fait 4. Et nous avons une personnalité qui va nous rejoindre en ligne. Et je pense qu'on va le découvrir à l'écran dans quelques secondes. C'est Cyril Harpet, que je salue d'ores et déjà. J'espère qu'il nous entend. Bonjour à toutes Oui, et bonjour à vous. tous. Très bien, bonjour à vous. C'est un plaisir en tout cas de vous accueillir toutes et tous ce matin. Merci d'avoir accepté cette invitation qui vous a été formulée. Les convenances évidemment m'invitent à faire les présentations pour notre public si vous en êtes d'accord, et vous n'hésiterez pas à me compléter ou à corriger si je dis des bêtises. Je commence par vous, Rachel Burgi, bonjour. Vous êtes depuis quelques semaines la nouvelle adjointe au maire de Metz, déléguée à la transition écologique, la lutte contre le dérèglement climatique, l'énergie, la qualité de l'air et de l'eau, la condition animale et la biodiversité. J'espère ne rien oublier dans toutes ces tâches. Vous êtes par ailleurs la présidente du CERM, donc le syndicat des eaux de la région Messine. On va en parler bien sûr. J'accueille avec grand plaisir Nathalie Davoine, votre voisine. Bonjour madame. Vous êtes la directrice du Centre de l'information sur l'eau, donc le CIO, qui depuis plus de 25 ans met à disposition d'un très très large public, vous nous le direz aussi, des informations bien pour faciliter la connaissance et la compréhension du domaine de l'eau dans sa globalité, mais également des enjeux du changement climatique et des défis qui s'annoncent bien sûr pour l'eau, cette ressource précieuse.
À mes côtés, Mathilde Merlot. Bonjour madame, vous êtes la chef du bureau de la qualité des eaux à la sous-direction de la prévention des risques liés à l'environnement et à l'alimentation au sein de la DGS, la Direction Générale de la Santé, au ministère de la Santé. Alors, je n'ai pas dit santé mais il y a plein de choses encore derrière. Cyril Herpé, est-ce que vous m'entendez ? Je vous présente, j'espère que tout va bien. Oui, on vous voit apparaître. Vous êtes enseignant-chercheur à l'école qu'on découvre. Il y a un beau logo derrière vous, donc à l'école des hautes études de santé publique de Rennes. Vos travaux portent sur les déterminants sociaux de santé, soit dans le sens de la perception des risques. On parle de la qualité de l'air, de l'eau, des nuisances, mais aussi des impacts sur la santé. Vous m'avez expliqué tout ça, soit en termes de gestion et de prévention des risques en milieu urbain. Et vos dernières études concernent notamment les expositions aux pesticides dans l'air, à la perception du risque en lien avec les contaminants biologiques de l'eau et des résidus de substances chimiques dans les effluents. J'ai essayé de résumer parce qu'il y a beaucoup de choses. Est-ce que ça vous convient ? Oui, très bien. On complétera plus tard. Ça marche. Et donc, Jean-Philippe Rodet, bonjour à vous. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur expérience consommateur de Veolia Eau France, une fonction au spectre assez large qui va du développement de la culture client à l'amélioration du parcours client en passant par l'écoute client, mais aussi le pilotage de la performance et le traitement des réclamations ainsi que la communication consommateur. On va aussi en parler. J'espère n'avoir pas dit trop de bêtises pour vous présenter. Si c'était le cas, je vous prie de m'en excuser. Vous pourrez bien sûr compléter. Un merci très sincère en tout cas pour votre présence. On a besoin de vos analyses pour approfondir un sujet qui est assez vaste. Je pense que vous en serez d'accord. Ce sujet qu'on nous propose en cette fin de matinée, il n'est pas que technique. Il est aussi démocratique car il touche à la confiance, je l'ai dit tout à l'heure, à la santé, à la transparence, à la capacité des institutions à rendre intelligible une information sensible. Il existe dès lors des tensions qu'il faut savoir nécessairement arbitrer. Je pense que vous nous le direz. D'abord parce qu'il existe une ligne de crête entre ce qu'on appelle l'alerte utile et la surinformation anxiogène. Et ensuite en sachant doser transparence complète et information réellement compréhensible parce qu'il semble évidemment crucial de trouver l'équilibre entre cette communication de crise et la pédagogie de long terme. Donc la question n'est pas seulement faut-il informer, elle est aussi comment, à quel moment, avec quelle autorité et avec quel effet utile. Ça, c'est pour mon édito et je vous laisserai bien sûr réagir. Et pour entrer dans la conversation, je vais peut-être commencer avec vous, Madame Merlot. Dans quelle situation le ministère de la Santé, la DGS en particulier, intervient-il ou elle sur ces sujets et quel est aujourd'hui le rôle exact lorsqu'un risque sanitaire est identifié ou suspecté ? Ça marche tout seul ? Ça doit marcher tout seul, grâce aux techniciens qu'on salue, qui sont là. Je vais faire confiance aux techniciens pour se dire que ça marche tout seul. Avant d'essayer de répondre à votre question, je voudrais déjà remercier l'AST de cette invitation ce matin en session de clôture de votre congrès, donc démarré lundi. Et puis bravo aussi pour ce défi, parce que vous l'avez dit, et je pense qu'on partage tous ce point de vue ce matin, c'est un défi complexe, et peut-être le plus complexe pour nous, parce qu'il tient aussi à l'individu, il tient au subjectif de savoir ce qu'on doit dire et ce qu'on ne doit pas dire. Donc dans ce contexte-là, je pense que c'est important, c'est de se raccrocher aux fondamentaux. Et je commencerai par un tout premier point et principe fondamental, c'est que oui, on se doit d'informer. Alors, je n'ai pas fait l'exercice, mais je pense que même si on cherche dans la Constitution française, il y a ce citoyen a le droit de savoir. Et concernant plus spécifiquement l'eau, de toute façon, dans la directive européenne que vous connaissez tous par cœur aujourd'hui ce matin, la 2020-2184, il y a une obligation pour les États membres d'informer les populations. Donc on est sur un principe fondamental où on n'a pas le choix que d'informer, en faisant la distinction des situations d'alerte et des situations de non-alerte. On va avoir une méthodologie d'information qui forcément sera distincte, mais en tout cas, repartir de ce fondamental-là, le citoyen a le droit de savoir. Alors pour répondre à votre question, quel est le rôle du ministère de la Santé ? Il en a plusieurs, mais le premier, c'est comment on va traduire ce droit dans la réglementation au regard, et je pense qu'on y reviendra, de la responsabilité de chacun des acteurs de l'eau dans cette chaîne d'acteurs que l'on a et cette chaîne de responsabilité. Donc nous, notre premier rôle, d'un point de vue réglementaire, puisque c'est notre tâche du quotidien, de proposer des lois, des règlements, des arrêtés, c'est de redire qui est responsable de quoi dans cette chaîne de transmission de l'information.
Et le deuxième rôle, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va dire. Là, c'est particulièrement complexe parce que finalement, le droit, ça se pose et c'est assez objectif. Le qu'est-ce qu'on va dire, ça repose sur des informations scientifiques qu'on va aller chercher au niveau international, européen ou au niveau national. Et ça repose également sur, et les collègues sont là pour en témoigner, sur des contextes locaux, parce qu'on ne va pas forcément non plus communiquer de la même façon en fonction de différents enjeux de contextes locaux qui peuvent varier d'une région à l'autre. Et nous, notre rôle dans tout ça, c'est de passer de l'évaluation des risques à la gestion des risques et comment on gère un risque et comment on communique autour de ce risque. Donc j'entends derrière vos propos une méthodologie pour adapter le message selon les personnes, les territoires concernés. Et comment est-ce qu'on arrive à concilier cette exigence scientifique, c'est fondamental, mais aussi la nécessité de rendre une parole immédiatement compréhensible par ses cibles? Alors, je vais essayer de répondre en 2 temps à votre question. La première, c'est qu'on a quand même des lignes directrices qui nous sont données par le niveau européen. Alors, lignes directrices qu'on se doit de reprendre au niveau national et qu'on va éventuellement compléter au niveau national. On va poser des principes au niveau national en termes de gestion des risques et de communication autour de ces risques. Et ensuite, encore une fois, il y aura des adaptations locales en fonction des situations que rencontrent nos collègues sur le terrain. J'ai oublié votre deuxième question, je veux bien que vous me la répétiez. J'étais sur la question de cette conciliation entre l'exigence scientifique, parce qu'il faut être précis dans ce qu'on évoque, tout en se faisant bien comprendre par les différents publics cibles que vous visez. Alors là aussi, je pense que c'est un exercice qui est compliqué, donc ce qui est important pour nous, c'est de revenir aux fondamentaux scientifiques, et je pense que Cyril saura les illustrer bien mieux que je ne vais le faire, et ensuite leur traduction concrète pour les citoyens. D'un point de vue scientifique, nous, en fait, on s'appuie sur une méthode d'évaluation des risques, donc on va partir de la connaissance d'un danger qui, je l'espère, parle aux citoyens. Est-ce qu'une substance est cancérogène? Est-ce qu'elle est toxique pour la reproduction? Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi qu'on sache si les personnes sont exposées. Donc on va expliquer que l'exposition, elle peut se faire de différentes façons, par l'eau, par l'alimentation, par l'air. Et ça, c'est aussi normalement des choses qui parlent. Et en fonction du croisement de ces 2 informations, est-ce qu'il y a un risque pour les populations? Donc on va vraiment revenir à ces fondamentaux. Et une fois qu'on a ces fondamentaux, on essaye du mieux qu'on peut, et nous on le fait avec nos communicants, merci, de savoir comment on traduit cette information-là en mots compréhensibles par tout un chacun. Je vous vois opiner du chef Nathalie Davoine. Je me tourne vers vous. À qui s'adresse finalement aujourd'hui l'information sur l'eau que vous commettez? Comment est-ce que votre travail répond finalement à des publics très différents, du citoyen qui peut être curieux tout simplement, au consommateur qui peut être inquiet parfois? Bonjour à tous, et pitié de celui qui t'écoute. Désolée, j'ai perdu ma voix, mais rien n'aurait pu m'empêcher d'être parmi vous aujourd'hui. Un grand merci à l'équipe de l'AST. On vous comprend très bien. Merci. Alors pour répondre à votre question, aujourd'hui l'information sur l'eau, eh bien elle s'adresse à tous les publics. L'eau, c'est un produit à la fois essentiel de notre quotidien, un produit dont on ne peut se passer et qui s'adresse à tous les consommateurs. Pour ce qui concerne le centre d'information sur l'eau, voilà 30 ans. 30 ans qu'on s'intéresse à l'opinion des Français, 30 ans que l'on observe. Et d'autre part, 30 ans que l'on essaie d'apporter une réponse la plus simple possible, la plus lisible possible, puisque le sujet de l'eau, vous l'avez évoqué tout à l'heure, est un sujet complexe, mais un sujet pour lequel le consommateur réclame une réponse simple. Claire et lisible. Donc c'est tout l'enjeu et tout l'intérêt de notre mission. Alors tout le monde ici, ou probablement, connaît le baromètre que vous avez mis en place depuis plusieurs années, les Français et l'eau. Que vous apprend ce baromètre sur le niveau de confiance et finalement les attentes aussi de vos cibles? Oui, alors quelques mots sur le baromètre Les Français et l'eau que nous menons depuis 30 ans, effectivement, avec Kantar aujourd'hui, ex-TNS Sofres. Et chaque année, eh bien, nous interrogeons environ 3000 personnes pour connaître un peu le rapport qu'ils entretiennent, entre l'eau et son service, et on leur pose tout un tas de questions pour axer un peu nos moyens de mieux répondre et
Donc, ce que nous apprend ce baromètre au fil des années, que les Français sont d'abord très attachés à leur service de l'eau. 86%, c'est quand même quelque chose d'énorme, nous le disent, mais les attentes sont là, les attentes sont fortes. On a parlé de confiance tout à l'heure. La confiance, elle aussi, elle est à un niveau assez élevé, de l'ordre de 8 Français sur 10 qui déclarent avoir confiance dans l'eau. Mais cette confiance, on le remarque ces dernières décennies, eh bien, elle atteint son niveau plancher puisque nous avons perdu à peu près 7 points de confiance en 2023. Ça se maintient. Mais on voit qu'il y a là un véritable enjeu derrière ce chiffre-là. Vous l'expliquez, cette baisse Alors, votre sentiment? Alors en fait, il y a plusieurs facteurs. Cette confiance, elle repose, et ce depuis l'origine du baromètre, sur la conviction que l'eau du robinet est un produit, un service qui repose sur des normes et des contrôles. On voit que ce diptyque du process de contrôle, il est adoubé par l'unanimité des Français. Pour autant, il questionne ce process de contrôle, et pour un quart d'entre eux, par exemple, un quart d'entre eux ne sait pas dire si ces contrôles sont suffisants. Vous avez développé aussi, ça m'a intéressé parce que je l'ai téléchargé du coup, une appli qui s'appelle Eau chez moi, que vous avez donc mise en place là aussi il y a quelques temps déjà. En quoi est-ce qu'elle change cette application, la relation des habitants, des consommateurs, des citoyens aussi à l'information? Alors je le disais tout à l'heure, nous, notre ADN, c'est vraiment d'informer au mieux, au plus près de la réalité, de dire le juste, ce qu'on se plaît à dire au Centre d'information sur l'eau. Et pour cela, nous avons mis en place il y a quelques années un module. En fait, on n'invente rien, on récupère des données publiques sur la qualité de l'eau qui existent déjà. Et là, il nous a semblé évident de mettre à disposition des consommateurs une application gratuite et sans collecte de données personnelles d'ailleurs. Il suffit d'entrer un code postal ou le nom de sa commune pour avoir les principales caractéristiques à la fois de la composition de l'eau, puisque l'eau du robinet n'a pas d'étiquette, mais également les principaux paramètres auxquels le consommateur s'intéresse, la microbiologie, les PFAS. Et on retrouve en fait ces données de façon simple. Nous, notre défi, ce n'était pas d'inventer la donnée, mais simplement de la rendre la plus conviviale possible. Madame Merlot parlait d'une obligation réglementaire, et bien dans la directive, il est demandé à ce que cette information, elle soit rendue conviviale, et c'était là notre principal défi. Merci pour ce premier témoignage. Jean-Philippe Rodet, je me tourne vers vous. Vous disposez d'une très grande expérience sur la relation avec les consommateurs, on l'a dit. J'ai noté dans notre conversation une sorte de paradoxe entre la préoccupation forte sur la qualité de l'eau et le faible nombre de sollicitations réellement liées aux aspects sanitaires que vous relevez. C'est ce que vous m'avez raconté. Comment vous expliquez ce paradoxe? Quelles sont vos observations? Alors déjà, bonjour à toutes et à tous. Et de la même manière que mes voisines, je remercie l'ASTE de me permettre de participer à ce débat qui est tout à fait essentiel dans le domaine de la relation avec les consommateurs de services d'eau. Oui, alors effectivement, c'est quelque chose que je souligne assez régulièrement, c'est que l'information des consommateurs de services d'eau sur la qualité de l'eau, et notamment sa qualité sanitaire, ça obéit effectivement à ce qui ressemble beaucoup à un paradoxe, en ce sens que d'un côté, la qualité de l'eau, la perception de la qualité de l'eau, c'est vraiment l'attente numéro 1 des usagers. Depuis 20 ans que moi j'observe justement les enquêtes de satisfaction notamment qu'on mène, on se rend compte que la perception de la qualité de l'eau, c'est de très très loin le critère d'appréciation du service qui impacte le plus fortement la satisfaction globale des usagers de ces mêmes services. Bien avant et bien loin devant des éléments qui sont certes importants mais qui sont nettement inférieur en termes d'impact, comme la continuité du service, le prix du service de l'eau, ou, ce qui est un peu plus douloureux pour moi, parce que c'est mon métier, la qualité du service client. Donc ça, c'est le premier point. Mais en regard de ça, pardon,
lorsqu'on regarde les questions que nous posent directement les sollicitations des consommateurs des usagers eux-mêmes, et on se rend compte que cet élément, donc la qualité de l'eau, qui est pourtant le plus essentiel pour eux, c'est extrêmement faible en termes de pourcentage de questions. J'ai regardé les dernières statistiques chez Veolia de 2025, par exemple, et c'était à peu près équivalent sur les années précédentes. On est à peine à 0,5% des questions qui nous sont posées qui ont trait à la qualité de l'eau. Et en plus, ces questions sur la qualité de l'eau, elles sont très majoritairement, enfin en tout cas nettement majoritairement, en lien avec les éléments organoleptiques, c'est-à-dire typiquement le goût, la couleur de l'eau, les dépôts de calcaire sur les ustensiles ménagers ou une odeur qu'on trouve assez déplaisante. Alors attention, faut pas me faire dire ce que je ne veux pas dire. Il faut quand même bien avoir en tête que dans l'esprit de l'immense majorité des consommateurs, il n'y a pas de frontière réelle entre la perception sensorielle de l'eau et le risque sanitaire. Typiquement, le consommateur, si son eau elle est rouge, si elle est trouble, si son odeur lui plaît pas, si le goût lui semble bizarre, pour lui elle est juste pas conforme à ses attentes. Ça va pas plus loin. Et après, quand on regarde plus en détail les questions qui sont spécifiquement en lien avec la dimension sanitaire de l'eau, là on est sur un tout petit 0,2% des questions qui ont trait typiquement l'existence de telle ou telle substance, la norme associée à cette substance, ou tout simplement le fait de savoir si l'eau localement est bien conforme avec les normes. C'est vrai que je m'interrogeais un peu sur qu'est-ce qui pouvait déclencher réellement les sollicitations en termes d'information. Vous avez en partie répondu. Est-ce que vous augmentez le taux de sollicitation si par exemple on parle d'une annonce d'une restriction ou d'un sujet un peu plus sensible que simplement l'odeur ou la perception que j'ai de l'eau que je consomme? Alors en fait, les sollicitations des consommateurs, elles vont aller un peu crescendo. Donc je le disais, les questions spontanées sont très rares. Contrairement à ce qu'on pourrait intuitivement considérer aussi, finalement, les débats médiatiques sur l'eau, nous, on a toujours tendance à se dire ça va générer pas mal de questions. Et en fait, c'est quasiment systématiquement assez marginal. Typiquement, dès que nous, on identifie une actualité médiatique assez forte, que ce soit au niveau national ou même au niveau local, forcément on regarde si ça a un impact sur les questions qui sont posées à nos centres d'appel ou à nos agences locales. Et l'impact, il est quasiment systématiquement marginal, encore une fois. Là où on va monter d'un cran, c'est quand on commence à engager des campagnes d'information proactives. Donc là, c'est toujours en coordination avec les collectivités locales et les autorités de santé. Lorsque typiquement, par exemple, on va détecter une non-conformité qui nécessite une information sans restriction. Ça augmente un petit peu, là, pour le coup. Par exemple, si j'envoie 20 000 courriers et 10 000 emails sur un périmètre pour annoncer une non-conformité sans restriction, je vais avoir effectivement une réaction, mais qui est pas non plus gigantesque en termes de ratio, parce que typiquement, je vais avoir peut-être 60 vous voyez, sollicitations de consommateurs, ce qui est quand même pas énorme. Non, ce qui change vraiment la donne, et ça vous l'avez déjà un petit peu évoqué, c'est lorsqu'on a une restriction. Une restriction, même partielle, là pour le coup forcément, c'est parfaitement légitime, c'est presque une la palissade. Les gens ils sont concernés directement chez eux. Le risque sanitaire, il est avéré par les autorités de santé. Et donc là, pour le coup, on est sur des volumes, typiquement sur le même type de périmètre, on va passer de 60 demandes à 300. Pour savoir est-ce que les gens peuvent boire l'euro, quelles sont les solutions alternatives et surtout quelles sont les modalités de retour à la normale. Finalement, toutes ces observations que vous évoquez avec beaucoup de pédagogie, je vous en remercie. Qu'est-ce que ça dit sur le niveau de confiance dans le service que vous rendez ? Alors, c'est forcément la réponse va être un peu empirique. Je vais me fonder sur ce que disait ma voisine, qui est finalement ce qu'on confirme aussi au niveau de nos enquêtes. La confiance, c'est vrai qu'elle repose beaucoup sur ces deux piliers qui se répondent, à la fois la conviction qu'il y a un système robuste de contrôle, des normes, des analyses qui vont avec, et le fait, en regard de ça, que les consommateurs seront systématiquement informés s'il y a un sujet. Donc à partir du moment où finalement on se rend compte qu'il y a vraiment peu de sollicitations en regard de ça, il y a peut-être deux façons de le lire. D'une part, de se dire finalement il n'y a peut-être pas tant de problèmes que ça malgré tout, même si là aujourd'hui on est là pour en parler, puisque c'est quand même le sujet qui leur importe le plus, c'est leur santé, et finalement on a quand même malgré tout que très peu de réponses, donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est que le socle de confiance qui était évoqué par ma voisine de gauche à l'instant, à ce jour, en tout cas, même si effectivement il est discuté, ça, on est bien d'accord, il reste quand même assez robuste aujourd'hui et qu'il nous appartient, je pense collectivement, notamment autour de cette table et peut-être même dans la salle, de le maintenir et de le consolider. Bien consolider. Rachel Burgi, en tant qu'élu local, comment est-ce qu'on assume politiquement la parole publique quand il faut informer sur une question sanitaire ou environnementale
que je vais qualifier de sensibles. Oui, je remercie également l'AST pour cette invitation qui donne la parole aux élus et c'est important. J'ai envie de vous répondre que ça fait vraiment partie de notre fonction. C'est-à-dire que quand on est... alors moi, je l'éprouve encore plus en tant que présidente du CERM, puisque en tant qu'adjointe, quand il y a une vraie crise sanitaire, une vraie communication à faire, en vérité, c'est souvent le maire qui le fait. Donc c'est lui qui assume cette parole. Et les maires des petites communes et des grandes communes sont exposés très fréquemment. Mais je vais vous répondre en tant que présidente, en tout cas, du syndicat des eaux. Donc ce syndicat, c'est quand même 200 000 personnes qui sont... à brevet en eau potable, plus 200 000 en vente indirecte. Et donc, quand on comprend ça, qu'on a donc un enjeu vraiment de santé publique dans les mains, on sait, comme quand on est élu à d'autres titres, qu'on est la personne qui va être exposée et qui va devoir assumer de prendre la parole et d'annoncer parfois pas que des bonnes nouvelles. Souvent, quand on annonce une crise, c'est très impopulaire à la base, mais ne pas l'annoncer et laisser, par exemple, la presse faire le travail à notre place, je pense que c'est encore pire. Ce qu'attendent les gens, c'est de la transparence. La défiance augmente beaucoup envers la parole publique en général, que ce soit les entreprises, avec les crises qu'il y a pu y avoir sur l'eau en bouteille, ou les crises qu'il peut y avoir sur les molécules qui sont dans l'eau ou dans l'air ou dans les aliments ou dans les produits qu'on consomme d'ailleurs, parce que c'est très généralisé. Eh bien, si on n'a pas aujourd'hui une parole plus que jamais, je pense qu'on est à un point d'étape très important. Il faut assumer d'annoncer des choses qui parfois ne sont pas très agréable, et en tout cas le faire en ayant connaissance du terrain, connaissance des dossiers, puisqu'on parle d'autant mieux qu'on connaît le sujet dont on parle, donc quand on sait les incidences que ça a, quand on sait si on va pouvoir revenir à la normale ou pas, et on va pouvoir d'autant plus faire preuve d'honnêteté envers les concitoyens. Je pense qu'ils le méritent aujourd'hui, parce que l'information vraie, fausse est tellement disponible. Elle circule partout, tout le temps. Qu'il faut essayer de rester au moins leur rempart et au moins de dire, bon, on espère pouvoir avoir confiance en eux au moins. Alors justement, vous parliez de défiance. Est-ce que vous généralisez cette défiance, ou est-ce qu'au niveau local, il y a quand même un niveau de confiance un peu plus élevé, justement parce que vous êtes sur le terrain, parce qu'on vous identifie, parce qu'on vous connaît, en plus on sait que vous travaillez. Je grossis un peu les traits, mais voilà, vous me comprenez. Oui, tout à fait. Les élus locaux se doivent, effectivement, c'est une de leurs premières missions, d'aller à la rencontre de leurs concitoyens au travers de réunions publiques, de quand ils marchent dans la rue pour aller acheter leurs courses, enfin au travail, puisque certains élus travaillent, eh bien, ils rencontrent aussi d'autres personnes, des cercles de personnes, et quelque part, vous portez cette parole sur les crises que votre collectivité ou que votre établissement peut traverser. Honnêtement, vous devenez la personne référente, donc c'est à vous de faire la démarche, et vraiment, je le répète, ça fait partie de notre rôle d'être exposé et de devoir assumer de gérer les crises, de pouvoir donner une information très transparente et très honnête sur quel risque, quelle gravité, à quel point on est exposé et qu'est-ce qu'on doit faire et quand. Alors là, on parle justement de l'exposition, donc de la partie visible, la relation que vous avez avec vos concitoyens et l'ensemble des parties prenantes. Si je me mets avec mon bleu de travail, quand on rentre dans le moteur, vous avez aussi à articuler peut-être cette dimension de protection des populations. Il y a la dimension technique, les contraintes techniques soulevées par le problème, et cette responsabilité politique. Comment vous faites comment cette alchimie se construit? C'est vrai que j'allais oublier de le dire, mais c'est très important. La façon aussi d'être plus serein sur la gestion des crises en cours et à venir, c'est d'avoir des partenaires, des équipes, des experts, en tout cas des soutiens, avec qui on peut construire une vision. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de vision et que vous subissez les unes après les autres les crises que vous traversez, ça va être très compliqué, vous allez essuyer beaucoup de critiques, vous allez pouvoir être honnête à 100%, mais vous ne donnerez pas de vision, d'horizon plus, en tout cas, où on essaye de gérer cette crise, avec grande honnêteté sur voilà ce qu'on pourra gérer, voilà ce qu'on ne sait pas encore, et voilà ce qu'on ne saura pas gérer. Et du moment que le consommateur sait ça, il sait où il en est, et donc il aura plus confiance en vous. Je pense que là-dessus, les
personnes exposées, responsables de la distribution d'eau potable, responsables de la gestion des déchets en l'occurrence, parce qu'on a vraiment un parallèle là-dessus, où ils sont tenus responsables de quelque chose finalement qu'ils reçoivent et qu'ils n'ont pas réellement choisi ni créé, eh bien, ils doivent avoir une vision sur les solutions qu'on doit mettre en œuvre pour, maintenant que ça c'est fait et qu'on ne peut pas le changer, don't panique, on va le gérer de cette manière-là. Ça, c'est vraiment notre rôle. Merci. Cyril Arpet, je me tourne entre guillemets vers vous, en tout cas vers l'écran qui nous fait apparaître votre image. Vous entendez bien la conversation? Ça va? Ça se passe bien? Parfaitement. Très bien. Oui, très bien. Du point de vue des sciences humaines et de la santé environnementale, qu'est-ce qui rend un risque sanitaire plus ou moins acceptable, plus ou moins compris, plus ou moins crédible selon vous? Oui, il y a plusieurs éléments. Déjà, ce qui a été énoncé par mes collègues présents auprès de vous, c'est déjà des points forts qui ont été soulignés. Déjà, en sciences humaines et sociales, on considère que le public n'est pas un public uniforme. On l'a dit tout à l'heure. Ce sont des publics au pluriel. Ils ont tous des contextes différents auxquels il faut adresser un message, souvent adressé de façon plus spécifique, prenant en compte une culture, une histoire aussi, ou des expériences antérieures. Et donc, il y a des niveaux de sensibilité, de susceptibilité plus ou moins avérés sur ces questions-là. Je pense notamment, je vais prendre un exemple insulaire dans les Antilles, notamment, on a beaucoup parlé de la chlordécone. Je pense que ça a marqué les esprits depuis plus de 20 ans. Il faut savoir quand même que la chlordécone est devenue un vrai enjeu sanitaire, environnemental, économique et social, qui fait que la susceptibilité, la sensibilité au sujet en santé environnementale est devenue très très forte. Ça a vraiment accentué une hypersensibilité, alors que ça a été passé, on va dire, sous silence pendant pas mal d'années. Du coup, il y a un peu un retour sur ces questions-là aujourd'hui, puisque ce sont tous les éléments de l'environnement qui sont touchés, que ce soit l'eau, la qualité de l'air, les végétaux, le sol, l'alimentation, enfin, j'en passe. Donc, vous voyez, la sensibilité aussi actuelle, elle peut être accentuée par des événements ou des contextes dans lesquels le risque est désormais avéré. Et là, j'insiste sur le terme. On parle de risque quand on parle d'un événement probable qui peut survenir. Mais dès lors qu'il est devenu avéré, c'est-à-dire que le danger a été pointé, mesuré, au-delà d'être évalué, on n'est pas seulement dans l'évaluation du risque, le danger en fait s'est produit, les effets sanitaires sont observables. Là, vous voyez, on passe d'une catégorie de quelque chose qu'on se représente dans un futur possible, alors que maintenant les effets avérés de la chlordécone sont validés, avérés, observés. Voilà, vous voyez, donc on ne parle plus de la même chose, puisque si je dis danger, c'est-à-dire que c'est quelque chose de présent, effectif, qui est, comment on pourrait dire, expérimenté. La notion de risque, elle renvoie à quelque chose qui est probable. Du coup, on ne peut pas adresser les mêmes messages. Quand il y a danger, je sais comment agir pour, on va dire, réduire, éviter ou mettre fin au danger, par plusieurs modes. D'ailleurs, un incendie pourrait être un exemple parlant. Lorsqu'il y a un risque, c'est-à-dire qu'on n'a pas tous les éléments de connaissance pour pouvoir agir, puisque c'est une éventualité, c'est une probabilité. Donc ça veut dire que le langage qu'il va falloir construire auprès d'un public, ou des publics plutôt, n'est pas le même que face au danger. Et là, on est dans la phase que vous l'avez souligné, de l'anxiété, le côté anxiogène du risque, qui peut être suscité par un mot. Si je dis chlordécone, ça peut nécessairement là induire une représentation, une sensibilité plus forte, parce qu'il est attaché à une expérience mesurée, observable, et donc les effets sanitaires sont connus. Et c'est ça qui est la difficulté. C'est quand vous parlez d'un risque, vous vous projetez sur quelque chose qui pourrait survenir. Donc difficile pour un responsable de pouvoir s'en saisir pour construire un message où on se prépare, puisqu'on ne sait pas véritablement si l'effet va se produire. Donc là-dessus, on en reparlera ensuite, il y a des risques qui sont tangibles parce qu'ils ont déjà été expérimentés. Chlordécone, le plomb, tous ces éléments maintenant sont bien connus. Ceux qui ne le sont pas encore de façon suffisante parce qu'on est sur des niveaux d'incertitude, et là j'insiste, le risque nous confronte à des niveaux d'incertitude, et bien là, on est face à de l'intangible, je pense notamment aux micropolluants dans l'eau, vous voyez, et ça surgit à l'occasion de nouvelles mesures
je mesure au sens, on mesure dans l'eau la présence, la concentration de certains nouveaux polluants, enfin nouveaux, qui sont anciens. Je pense au PFAS, hein, le perfluoroalkylé par exemple, qui a fait l'objet de retentissements médiatiques. On pourrait parler des résidus pesticides aussi dans l'air. On pourrait parler maintenant du cadmium. On pourrait parler des perturbateurs endocriniens. Voyez. Et là, il y a une sensibilité qui va être de plus en plus forte sur ces questions-là. Vous parliez, Cyril Harpé, de la manière de communiquer. Comment justement est-ce qu'on transforme une donnée scientifique en information qui puisse être à la fois accessible et utile pour ce que je vais appeler le grand public? C'est la plus grande difficulté pour la communication. Les scientifiques n'ont pas l'habitude, ou trop peu, de s'adresser à des publics divers et variés, puisqu'ils adressent souvent à une communauté scientifique de leur propre domaine. D'accord? Donc déjà, ils sont dans un langage. Et ce langage est souvent peu approprié ou peu abordé ou peu abordable par ceux qui ne sont pas du métier ou du domaine. Alors peut-être qu'il y a un travail d'abord peut-être, je pense en tout cas pour ma part, de formation et d'éducation, où on devrait faire entrer ces connaissances au plus tôt dans la formation et l'éducation. Moi je pense que c'est le premier précepte que je prône. D'ailleurs on a conçu à ce titre un glossaire santé environnementale, hein, que je peux mettre en visuel, où on répertorie tous les mots qui sont un peu inconnus, barbares, et qui pourraient laisser penser qu'on ne comprend rien à cette discipline. Il y a 40 notions qu'on a fait apparaître, avec des mots plutôt techniques, puis des mots plutôt communs, mais ça permet de se construire un langage commun. Et je crois que la première chose, me semble-t-il, pour pouvoir s'adresser à divers publics, c'est d'avoir le même langage. Ça, c'est la première condition, je crois, à laquelle il faut veiller. Et la santé environnementale est un domaine encore trop peu connu, diffusé dans les formations initiales, du primaire au secondaire, hein, j'entends. Merci pour cette référence que vous nous diffusez. Jean-Philippe Rodet, peut-être cette question aussi, comment est-ce qu'on transforme ces données scientifiques dont vous disposez en informations utiles pour le grand public? J'imagine que ce sont des choses auxquelles vous réfléchissez souvent dans cette relation au consommateur que vous animez. Alors, moi, ma réponse va être assez simple de ce point de vue-là. Je considère que l'essentiel, c'est vraiment, sur ces questions-là, de rendre l'information la plus accessible possible, au sens la plus lisible, la plus compréhensible par le citoyen, tout simplement. Je vais faire un parallèle assez simple. Si, par exemple, moi, demain, je dois répondre à une réclamation qui concerne la facture d'eau, si je commence à dégainer tout mon langage d'expert des modalités de facturation de l'eau dans le cadre des services d'eau et d'assainissement, premièrement, j'ai de bonnes chances que mon consommateur, le consommateur de la collectivité, ne comprenne pas ce que je vais lui dire. Et de deux, il peut avoir aussi l'impression que je lui envoie en fait un écran de fumée technique pour le perdre. Alors, ce qui est vrai dans ce cas-là, pour moi, c'est encore plus vrai lorsqu'on parle de qualité sanitaire de l'eau, parce qu'on est sur un sujet forcément de santé qui concerne les gens dans leur plus intime et qui donc du coup est beaucoup plus impliquant directement. Donc l'idée, c'est, à mon avis, surtout de toujours bien prendre la précaution de répondre aux vraies questions que se posent les gens. Et surtout, à chaque fois qu'on doit justement préparer les réponses à ces vraies questions, de se forcer à raisonner justement en non-expert. En non-expert lorsqu'on prépare ces réponses, et lorsqu'on justement on les relit pour être justement s'assurer que ça peut être accessible au plus grand nombre. Cyril Harpé, je vais revenir vers vous parce que ce que dit Monsieur Rodet m'interpelle. Vous parliez d'un risque qu'on va pouvoir mesurer, mais qui socialement va pas forcément être complètement lisible, compréhensible. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut expliquer du coup? Est-ce que c'est la donnée brute? Est-ce que c'est je sais pas, le niveau d'exposition auquel par lequel je risque d'attraper une maladie ou que sais-je? C'est l'incertitude? Est-ce que ce sont les effets possibles d'une manière directe? Qu'est-ce qu'on doit communiquer finalement? Alors, sur les données, moi, je pense que ce serait assez compliqué de pouvoir mettre à disposition toutes les données, parce que derrière, une donnée brute ou donnée telle qu'elle, sans jeu de mots, n'aura pas... il sera difficile de pouvoir en donner une interprétation au regard de la façon de conduire une étude et d'obtenir la donnée. Les conditions dans lesquelles on produit la donnée ne sont pas anodines dans la méthode. Bon, donc là-dessus, à mon avis, ce n'est pas là-dessus qu'on attendra des réponses. Par contre, expliquer un risque, c'est nécessairement, et ma collègue tout à l'heure l'a très bien exprimé, c'est nécessairement parler de l'exposition face à un danger. Quel est le niveau d'exposition des publics par rapport à un facteur de danger? J'ai pris le cas de la chlordécone parce qu'il est parlant.
à un moment donné, quand on s'est rendu compte que la chlordécone dans le milieu était devenue une présence systémique, c'est-à-dire couvrant tous les milieux de l'air, du sol, de l'eau, comme j'ai dit tout à l'heure, jusqu'aux voies alimentaires, comprenez bien que là, c'est l'usage que l'on va en faire de l'eau, de l'air, des sols et de l'alimentaire qui met le public, ou les publics et les personnes directement, à l'égard, enfin face à un danger, et cette fois qui est appréhendé, puisqu'on connaît les effets maintenant avérés de l'ingestion ou de l'exposition à la chlordécone pendant 20, 30 ou 40 années, on l'a maintenant mesuré. Donc là, on peut parler, je dirais, en connaissance de cause. Voyez. Donc l'exposition, à mon avis, c'est un premier élément essentiel à faire connaître le niveau d'exposition à travers les usages, les modes de vie. Alors, c'est pas pour autant que ça interdit, ça autorise à penser que le danger, on y échappe. Parce que le problème en santé environnementale, c'est qu'on est face à des substances diffuses dans les milieux, que ce soit dans l'eau, dans l'air. Et ça, c'est vraiment le niveau d'incertitude que l'on a. C'est pas seulement un facteur de risque comme une molécule que le chlordécone, mais ça peut être une multiplicité de molécules, d'une part, et dans l'eau, c'est le cas. D'autre part, c'est que les usages sont différents en fonction des publics. On peut les boire, les inhaler, les voies d'exposition dont on parlait. Donc, ça rend encore plus complexe l'appréhension du risque, vous voyez, ce qui peut avoir un côté anxiogène, comme si on était pris à partie par tous les facteurs de risque, vous voyez. Du coup, là-dessus, et là, je terminerai là-dessus pour ne pas trop prendre la parole, c'est quels sont les moyens d'agir qui sont portés par les décideurs. Dans quelle mesure ils montrent qu'ils sont capables d'agir sur, c'est ce qu'on attend d'eux, prise de normes, de mesures, d'arrêtés et autres, et quels moyens on donne d'agir à celui qui est exposé. Et c'est ça la difficulté. C'est quand vous dites à quelqu'un, la charge en polluant dans votre eau, elle est de temps, ok, et alors je fais quoi? J'arrête de boire? Vous voyez, quels moyens d'agir on leur donne? C'est essentiel. Merci pour la clarté de votre propos, Mathilde Merlot. Ça m'amène vers vous, parce que dans la communication publique, jusqu'où simplifier sans déformer l'information? Est-ce qu'il existe, selon vous, un vocabulaire à privilégier pour parler de risques sanitaires sans perdre le sens médical et bien sûr réglementaire, puisque c'est aussi votre travail? Tout à fait. Alors, je vais me permettre un tout petit retour en arrière quand même, par rapport à tout ce qui a été dit. Permettez-vous. Je trouve qu'on est dans la relation que le citoyen entretient avec l'eau qui arrive à son robinet. On est à la fois dans une situation assez paradoxale, parce que, et je regarde mes deux collègues qui sont là ce matin, les ARS, elles collectent dans le cadre du contrôle sanitaire plus de 18 millions de données par an sur l'eau. C'est énorme. Enfin, il n'y a pas une denrée alimentaire solide en France pour lequel on est autant aussi. Donc c'est très paradoxal, c'est que en fait, alors j'ose le dire, je pense qu'il y a une maîtrise de l'eau en France qui est quand même relativement importante. Et c'est rassurant parce que finalement, il y a assez peu de plaintes aux consommateurs. Donc je trouve que c'est à la fois paradoxal et très rassurant. Alors sur la question que vous posez, avant d'y répondre, et c'est pas parce que je veux pas y répondre, mais je pense quand même que c'est important aussi qu'on se dise, et parce que nous on le vit au quotidien, sur notre mission à nous qui est de savoir comment on gère et comment on communique. On est dans un contexte aujourd'hui, pour répondre à ces questions, qui s'est drôlement complexifié. Parce que la science elle-même, elle se complexifie, et je pense que Cyril pourra en témoigner. Je parlais tout à l'heure du danger. Il y a quelques années, on parlait de cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction, ça s'arrêtait là. Aujourd'hui, il y a aussi les perturbateurs endocriniens, il y a aussi les effets génotoxiques. Ça fait plus de dangers à gérer. J'en viens à l'aspect exposition. J'imagine qu'il y a des laboratoires dans la salle. Vous savez très bien qu'on a considérablement amélioré les performances analytiques qui nous sont proposées aujourd'hui, ce qui fait que on arrive à détecter des fifrelins dans l'eau. Donc on sait qu'il y en a, et on sait qu'il y en a beaucoup plus vite qu'il y en avait avant. Et j'en viens au dernier aspect, c'est l'aspect médical. On détecte aujourd'hui, on diagnostique aujourd'hui des pathologies qu'on ne diagnostiquait pas avant, et que pourtant, moi, mes grands-parents ont peut-être eu. Et du coup, ça complexifie beaucoup le contexte dans lequel nous, on intervient, et on a à décider, comme vous le dites, et on a à fournir à une collectivité des informations sur comment elle doit gérer, parce qu'elle a trouvé des PFAS, parce qu'elle a trouvé des pesticides. Alors, comment on concilie tout ça? Nous, dans la communication, il y a deux temps. Il y a la communication à froid et la communication à chaud. La communication à froid, et peut-être contrairement à ce que disait Cyril, parce qu'on y est obligé, toutes nos données, elles sont disponibles. Oui. Elles sont disponibles au grand public. Alors on essaye de les adapter en fonction du type de public qui pourrait être intéressé, et on sait parfaitement qu'un bulletin d'analyse sanitaire, il est complètement inabordable pour un citoyen dont ce n'est pas le métier de faire de l'eau. Donc on complète
la mise à disposition de tous les bulletins sanitaires qui sont, donc je parlais tout à l'heure des 18 millions de données collectées par an, ces données sont disponibles sur notre site et on les complète tous les ans par un document qui est rattaché à la facture d'eau, qu'on appelle nous l'infofacture, et qui permet d'avoir une vision plus synthétique de la qualité de l'eau. Alors en essayant de ne pas alarmer, mais en essayant quand même de dire la vérité par rapport à des paramètres pour lesquels effectivement on pourrait ne pas être conforme par rapport à des seuils qui nous sont imposés au niveau européen. Donc ça, c'est le froid. Et ensuite, en situation de crise, alors non pas qu'on ne veuille pas communiquer en situation de crise, mais comme je le disais précédemment, ça fait intervenir aussi des éléments de contexte locaux qui fait que la communication, elle va se faire par la collectivité avec l'appui des agences régionales de santé, tenant compte d'un ensemble d'éléments de contexte locaux. Et là, en général, on va aller plus loin. C'est-à-dire qu'on va effectivement aborder, c'est telle substance qui pose un problème, cette substance-là, à tel niveau d'exposition, elle présente tel type de danger et donc peut amener tel type de pathologie pour des populations plus ou moins sensibles ou pour la population générale. Donc on va avoir une information plus ciblée, plus détaillée, dès lors qu'on est en situation de crise, avec malheureusement, et c'est la situation à laquelle on est confronté, on peut être confronté, c'est que des fois on ne sait pas. On ne sait pas parce que la science n'est pas suffisamment aboutie pour dire oui ou non il y a un risque. Et donc dans ces cas-là, on peut invoquer le principe de précaution, on invoque le principe de précaution qui peut avoir des répercussions importantes quand une ARS dit à une collectivité, bah, écoutez, vous allez arrêter la consommation pour 1 million de personnes. Ça ne plaît pas forcément ni au préfet ni au maire. Donc c'est d'autres types d'éléments de contexte qui vont intervenir pour savoir au final quelle décision est prise. Voilà. Nathalie Lavoine, comment est-ce qu'on explique finalement que les questions sur la qualité de l'eau et plus globalement sur le ou les risques sanitaires occupent aujourd'hui une place aussi importante dans le débat public ? Est-ce que c'est justement parce que vous poussez des informations pour donner plus de clarté, plus de transparence qui provoque ça, ou est-ce qu'il y a d'autres phénomènes ? Alors, la réponse, elle est évidemment multifactorielle. On n'a jamais autant parlé d'eau. Pas une journée ne passe sans que l'on puisse accéder à une information sur les PFAS ou sur les pollutions. On voit dans nos enquêtes que les Français sont parfaitement conscients de tout cela. Il y a 70% d'entre eux nous disent qu'ils estiment que les ressources sont polluées et la même proportion craint pour à la fois la qualité de leur eau du robinet, mais également que ces pollutions impactent également sur le prix. Ce qu'il est important, à mon sens, d'expliquer, c'est ce que disait Mathilde Merlot, c'est que les connaissances évoluent. Alors aujourd'hui, on a une réglementation qui encadre mieux, on recherche plus qu'on ne cherchait hier, on a des capacités d'analyse qui, elles aussi, progressent dans le même temps. Et forcément, connaissance, progrès ne signifie pas automatiquement danger, mais au contraire, peut-être mieux expliquer que ces connaissances, eh bien, elles permettent de protéger davantage la santé du consommateur, de mieux l'encadrer. On a parlé de 18 millions de contrôles, 80% quand même de taux de confiance, mais cette confiance, tous autour de cette table et dans l'Assemblée, eh bien, nous avons une responsabilité pour la garder. Pourquoi ? Parce que l'eau du robinet, nous ne le répétons pas suffisamment. L'eau du robinet, c'est le produit le plus écologique parce que sans emballage, et le plus économique parce que 1 centime d'euro pour un demi-centime d'euro pour 1 litre livré à domicile, et surtout c'est un produit solidaire parce qu'il est accessible à tous sur tout le territoire et qu'on peut tous avoir la chance aujourd'hui d'avoir une eau potable livrée à domicile 24 heures sur 24. Alors je ne nie pas qu'il puisse y avoir par ailleurs quelques difficultés, et tant mieux que l'on ait à la fois une réglementation qui encadre, à la fois des progrès, des connaissances techniques, et puis c'est vrai qu'en France, l'eau du robinet, on ouvre son robinet, on n'y pense pas, et on ne pense pas suffisamment à ce qu'il y a derrière, comment est-ce qu'elle est arrivée, et d'où elle vient. Et je pense que j'enfonce sans doute une porte ouverte, mais la confiance, elle part également de la connaissance, de ce produit-service auquel on ne pense pas et qui est essentiel.
si on en parle dans un débat de haut niveau comme aujourd'hui, c'est peut-être pas enfoncer des portes ouvertes, justement. Je pense que c'est nécessaire. Rachel Burgi, est-ce qu'il faut finalement chercher à tout dire ou dire simplement ce qui permet d'agir? Moi, souvent, je me pose la question, est-ce que cette volonté de transparence, parfois, ne peut pas amener aussi de la confusion? Vous y êtes certainement confronté. Oui, et je suis contente du coup que le débat ait pris aussi cette tournure, parce qu'il y a une chose qui est aussi importante, c'est la cohérence des messages, c'est-à-dire que justement entre les institutions, les collectivités, le délégataire, on va dire les institutions qui peuvent être responsables de la diffusion de la formation, si on ne donne pas la même information ou si elle change, c'est compliqué. Alors c'est difficile parce qu'on veut communiquer tout de suite pour éviter de se faire doubler par, on va dire, une fuite pour faire le buzz dans les médias qui va créer forcément de l'agitation, qui va créer un emballement médiatique qui n'est parfois pas justifié, qui parfois est justifié et qui met en avant des choses qui doivent être mises sur le devant de la scène. Hein. Les lanceurs d'alerte ont prouvé leur rôle dans l'histoire. Et les normes aussi ont prouvé leur rôle. Comme le disait ma voisine, on est très content d'avoir une réglementation. Mais là où je veux en venir, c'est que, comme par exemple, ça a pu se passer sur des molécules comme le chlorothalonil, où on se rend compte qu'il y en a absolument partout. Et où on se dit, si cette molécule devient pertinente, comme elle a été définie, on est très embêté. Parce que comment on fait maintenant ? Alors, on est très embêté ensuite sur le fait de dire finalement elle ne l'est plus. Alors, c'est des sujets qui n'intéressent, je dis personne, mais on a quelque part un peu de chance parce qu'on peut se rôder un peu sur comment on communique sur ces molécules qu'on découvre comme étant présentes depuis tellement longtemps. On peut parler, vous avez parlé de la chlordécone, le cadmium, les PFAS, c'est des choses qu'on découvre maintenant, mais on va pas se mentir, je veux dire, ça fait des années et des années qu'on a cette activité industrielle, cette activité agricole, agrochimique très forte, où on a cherché le rendement à tout prix, à produire à tout prix. Personne, je pense ici, dans cette salle en tout cas, et on est entre guillemets entre sachants, sans dire que les personnes justement dehors ne savent pas, mais en tout cas, moi je n'étais pas surprise de découvrir ces PFAS. Quand c'est sorti en octobre 2023 dans Le Monde, cette carte avec les gros points rouges, le problème c'est que derrière, il a fallu que nous, on se mette en ordre de bataille pour expliquer d'où ça vient, pourquoi c'est là, est-ce que c'est dangereux, à partir de quelle dose, et c'est là où les ARS sont très embêtés, parce qu'ils donnent une dose qui est nécessaire de mettre. On ne peut pas dire aux gens, aujourd'hui on ne sait pas à quelle dose c'est toxique. C'est pas suffisant ça comme réponse. Donc les ARS doivent mettre un niveau qui va être discuté et qui va changer, mais il faut pouvoir expliquer aux gens que la science avance, qu'il faut aussi du temps sur des techniques où on détecte 10-9, donc c'est 1 euro dans 1 milliard, c'est quand même pas grand-chose. Donc quand on détecte des quantités si faibles, oui, dès qu'il y a une erreur, on peut passer au-dessus de 100 nanogrammes. Donc nous, on a pris le principe de précaution pour arrêter une ressource. Aujourd'hui, on a tout le mal du monde à la remettre en route parce que on n'arrive pas à trouver un protocole qui puisse être suffisamment sécurisé au regard des ARS et qui nous permette de remettre en route, parce que 10% de notre volume en eau, c'est ce que représente cette source qu'on a arrêtée, sera essentiel demain, où la qualité de l'eau est importante, mais la quantité également est hyper importante. Donc c'est un dosage très très dur. Donc tout dire, oui, de toute façon, je pense que maintenant, avec ce qui peut sortir dans les médias très rapidement, des gens comme Mediapart, etc., on doit communiquer de toute façon. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'on apprenne à communiquer l'incertitude et le fait d'apprendre en marchant. Donc c'est changer un peu les modèles, mais vous avez aussi dit un mot important, c'est le temps. Jean-Philippe Rodet, la temporalité, c'est peut-être aussi une des conditions sur lesquelles aujourd'hui vous êtes attendu pour informer sur la qualité de l'eau, sur un risque sanitaire. Est-ce que c'est ça la condition majeure? Est-ce que c'est plutôt la coordination? Vous allez me dire probablement les deux. Comment vous hiérarchisez? Oui, alors ce que nous apprend l'expérience qu'on a pu avoir justement de tous ces sujets, c'est qu'il y a un certain nombre de fondamentaux qu'on va retrouver toujours, en fait, que la situation de communication soit une communication de grise ou seulement une communication d'alerte, comme on peut le dire. Le premier point, effectivement, qui va être tout à fait essentiel, c'est de réagir vite
et en coordination. Vite, parce que comme le disait à l'instant Raphaël Burgi, si on ne communique pas, nous, en tant que responsables, finalement, de l'information en direction des consommateurs, d'autres vont le faire à notre place. Et là, ça, pour le coup, ça peut être assez rapidement dévastateur, parce que derrière, il faut courir après le camion. En coordination, il faut aussi être une coordination la plus stricte possible entre les différentes parties prenantes, que sont effectivement les collectivités locales, les autorités de santé et nous-mêmes, opérateurs. C'est tout à fait essentiel de se coordonner pour, d'une part, préparer justement les éléments de communication, hein, que ce soit en termes de consommation, de production, de diffusion de ces éléments, quels qu'ils soient. D'ailleurs, est-ce qu'on va envoyer une kyrielle de courrier et d'email à l'ensemble des consommateurs? Est-ce qu'on fait des réunions publiques? Est-ce qu'on fait des annonces dans la presse? Est-ce qu'on met en place une cellule dédiée, comme on peut le faire? Ça, c'est le deuxième élément. Ce qui est tout à fait aussi nécessaire, et ça rejoint un petit peu de façon transverse ce que je viens de dire, c'est que il est tout à fait souhaitable d'avoir ce que j'appelle une logistique de communication la plus huilée possible. Justement, alors, encore une fois en termes de coordination, mais ça veut dire aussi justement préparer tous ces éléments et également aussi la formation la mobilisation des personnes qui vont être amenées à répondre aux questions, que ce soit au niveau d'un centre d'appel, que ce soit au niveau d'une agence locale, que ce soit au niveau de la collectivité, ou que ce soit bien entendu au niveau des référents locaux qui vont devoir répondre aux questions des consommateurs qui vont être assez précises, hein, sur quel est le niveau de dépassement de l'eau chez moi, qu'est-ce que vous faites pour remettre les choses à la normale, rétablir la qualité de l'eau, pardon, qu'est-ce que vous mettez à disposition des consommateurs en alternative. Si vous avez une restriction de consommation, il est essentiel de pouvoir informer les consommateurs sur ce que vous mettez à leur disposition pour leurs besoins alimentaires. Typiquement, où est-ce qu'ils vont trouver des bouteilles d'eau, enfin des choses aussi basiques que ça, hein. Et également, derrière, évidemment, encore j'y reviens, mais quelles sont les solutions derrière qui permettent vraiment de rétablir? Parce que la réponse immédiate est importante, mais la réponse sur la durée l'est tout autant. Madame Merlot, comment est-ce qu'on se situe entre cette obligation d'alerter, mais aussi cette obligation de rassurer? J'imagine que vous êtes en permanence entre deux eaux, sans mauvais jeu de mots. De quoi est-ce qu'on doit précisément informer la population? Alors, on doit l'alerter, notamment quand sa santé, elle peut être remise en cause compte tenu de ce que la science nous dit. Donc, dans ce cas-là, on est obligé de l'alerter. Finalement, dans le panel des substances qui nous occupent aujourd'hui, et Rachel a évoqué le chlorothalonil, on a parlé des PFAS, et c'est peut-être heureux, et je vais quand même oser le dire, mais il n'y a pas tant de substances que ça pour lesquelles aujourd'hui la science nous donne suffisamment d'informations pour se dire qu'il y a un réel risque sur la santé. Ça reboucle à nouveau ce que j'ai dit précédemment, ce que les collègues ont dit précédemment. On est à un tel niveau de performance en termes de détection que, et je crois que c'est heureux, en fait on a très peu de situations où il y a, pour des substances où on est sur du long terme, hein, je parle là de la chimie, il y a peu de situations finalement où il y a un réel risque sur la santé. Ce qui est très compliqué en fait à gérer en termes de communication. C'est très compliqué aussi parce que je reprends le cas de toute la famille des pesticides. On est un petit peu dans un enjeu contradictoire, là où la directive européenne, elle nous fixe le seuil que vous connaissez, qui est de 0,1 microgramme par litre pour les pesticides en substance individuelle. Or, quand la science nous dit, en fait, à partir de quand il pourrait y avoir un effet sur la santé, on est sur des valeurs bien plus élevées. Tout ça parce que le principe européen, et qui est heureux et dont on a besoin, c'est de se dire que on ne tolère pas la contamination, on ne tolère pas la pollution environnementale, donc il faut qu'on soit en capacité de la gérer. Et donc on est aujourd'hui dans une situation où en termes de communication auprès du public, on a à gérer finalement deux types d'informations. Une information qui est de dire on agit pour polluer moins, et en ce sens, pour les pesticides en tout cas, la cible c'est 0,1 microgramme par litre. Mais soyez rassurés, et je sais que c'est beaucoup plus compliqué que ça en termes de communication, en fait, en termes d'effet sur la santé, vous pouvez continuer à boire l'eau parce qu'on n'a pas atteint une valeur sanitaire. Et ça, c'est très compliqué à communiquer. Et les principes européens, ils posent la théorie en disant c'est 0,1 plus une valeur sanitaire, mais ils ne nous apportent pas des éléments sur comment on communique. Et cette communication-là, elle est extrêmement compliquée aujourd'hui à aborder. Rassurer par rapport à ce que je viens de dire, c'est-à-dire que l'Europe nous fixe des seuils qui ne sont pas des seuils sanitaires. Et je pense que pour rassurer, il faut aussi trouver la cause.
Et là, autour de la table, aujourd'hui, on est les acteurs en bout de ligne. Vous avez le maire qui doit informer, vous avez Veolia un délégataire qui doit agir, vous avez le ministère de la Santé de qui on attend énormément de choses, des ARS pareil, parce qu'on est toujours les derniers responsables. Autour de cette table, il n'y a pas ceux qui sont, et c'est pas négatif ce que je veux dire, mais à l'origine de la contamination. Et un des éléments de rassurance, c'est de dire aussi, écoutez, on gère pour l'eau qui arrive dans votre robinet, mais on cherche aussi la cause. Alors malheureusement, il y a des fois la cause, elle est trop tard, enfin on arrive trop tard, hein. Je pense au chlorothalonil notamment, c'est des substances qui sont interdites, donc malheureusement, le pouvoir d'action est limité, mais sur les PFAS, et notamment sur des PFAS qui sont encore autorisés, c'est indispensable d'aller chercher le robinet qui a fait qu'aujourd'hui on en retrouve dans l'eau. C'est pas facile, hein, mais c'est un peu notre travail du quotidien au niveau national et au niveau local également, de se dire on n'est pas tout seul, on n'est pas les seuls responsables. Et si on arrive à avoir l'information, c'est aussi des éléments de réassurance vis-à-vis des citoyens, de dire écoutez, il y a un problème, mais on va essayer de le résoudre, et pas uniquement par des traitements. Voilà. Merci, mesdames, messieurs. Je vous donnerai la parole dans quelques instants aussi pour que vous puissiez interpeller nos invités si vous le souhaitez. J'ai encore une question, enfin j'en aurai plusieurs encore, mais je vois l'heure qui tourne. Pour vous, Cyril Harpet, si vous nous entendez toujours, revenez avec nous. Oui. Je voulais vous demander si finalement la confiance se construit d'abord par le contrôle, par la transparence, ou tout simplement, entre guillemets, par la reconnaissance des limites aussi que nous avons. Alors pour ma part, la confiance, elle se construit par le contrôle, mais ce n'est pas suffisant. Parce que nous, pour former ici les cadres des agences régionales de santé, d'ailleurs notamment, je vais souligner, les ingénieurs d'études sanitaires ou du génie sanitaire, ils sont à même, je dirais, d'exercer leur métier, des inspections, des contrôles, des installations, justement, qui sont productrices d'eau, pour assurer la qualité, notamment sanitaire de l'eau. Moi, je pense que la confiance, elle va au-delà, parce que ce métier-là, par exemple, ou cet exercice du contrôle n'est pas vraiment connu du grand public. Comme on disait tout à l'heure, le public, ce qu'il attend, c'est un service, il ouvre son robinet, il veut avoir quelques garanties que c'est consommable, potable, et il fait confiance au service de façon, je dirais, un peu spontanée, hormis quand il y a une situation critique de pénurie ou de pollution. Donc là, ça ne suffit plus de montrer que le contrôle est à la hauteur, puisque dès qu'il y a une crise, c'est que, même avec le contrôle, la crise survient. Et là, je reviens sur ce qu'a dit Madame Merlot. La problématique, elle n'est pas qu'il y ait un seul robinet qui ait émis les polluants dans l'eau. La problématique, elle est qu'il y a plusieurs robinets qui, historiquement, ont émis des polluants dans l'eau. Donc là, ça change la donne. C'est-à-dire que la confiance, elle ne peut plus être seulement en aval sur le contrôle in fine de la qualité de l'eau telle qu'elle est servie. Elle est sur qui est à l'origine, quels sont les acteurs à l'origine des émissions de ces polluants. Donc vous voyez, ça rend la confiance plus difficile à construire. Donc là-dessus, la transparence, oui, parce qu'on en parle ouvertement aujourd'hui, qu'il y a telle molécule qui se retrouve dans l'eau, on arrive à avoir des niveaux de détection suffisants. Mais ensuite, c'est que fait-on? Et la confiance, à mon sens, elle ne sera rétablie que dès lors que des mesures seront prises en amont, et non pas seulement en aval, puisqu'on a bien dit qu'on avait tout maintenant un panel de méthodes de détection, de traçabilité des molécules, mais ça ne suffit pas, parce qu'elles sont nombreuses, de plus en plus fréquentes, elles sont de plus en plus concentrées, on les détecte de plus en plus, mais c'est qu'est-ce qui est fait en amont, c'est-à-dire au niveau des sources d'émissions des polluants, pour qu'une réglementation qui soit suffisamment forte pour, à mon sens, c'est là-dessus que je vais finir mon propos, c'est de restreindre le panel des molécules dont on n'assure pas la traçabilité et qui sont mises sur le marché sans avoir un cadre suffisant de réduction, d'interdiction ou autre. 300 molécules mises sur le marché depuis plus de 100 ans, à un moment donné, on ne pourra pas arriver à suivre la traçabilité. Même le règlement REACH n'y parvient pas. Il y a 12 000 qui sont suivis aujourd'hui. Sur 300 000, c'est le tonneau des Danaïdes, comme on pourrait dire. Rachel Burgi, je vous vois sourire et tout à l'heure, vous avez même un peu secoué la tête. Je vous laisse réagir. Oui, c'est juste parce que je suis totalement d'accord avec ce que vous dites, mais le souci, c'est que ça, c'est la vision franco-française. Le problème, c'est tout ce qui est signé et tout ce qui est importé. Et on le sait aujourd'hui, et visiblement, c'est le sens, en tout cas, de l'Europe. On ne veut pas
couper des marchés mondiaux qui ne respectent pas ces normes-là, et on ne veut pas couper l'arrivée de produits qui importeront ces molécules alors que nous les interdisons. Je suis pourtant pas de ceux qui disent qu'il ne faut pas aller dans le sens de la médiocrité, enfin justement qu'il ne faut pas être plus royaliste que le roi ou faire du zèle, et que du coup on n'a qu'à tirer un peu le truc vers le bas parce que tout le monde fait comme ça, donc on va faire comme ça, parce que sinon on va tous aller vers la médiocrité et vivre dans un monde horrible, donc pas du tout. Mais c'est vrai que l'eau, c'est l'arbre qui cache la forêt, parce que c'est présent dans tous les autres produits. Et d'ailleurs, ces polluants, à un moment, dans les années 70, quand ça a été l'effervescence des molécules, on a découvert que la chimie réglait énormément de problèmes, c'était du confort et du progrès. Donc maintenant, il faut trouver des alternatives fiables, mais encore une fois, je pense que vous me rejoindrez là-dessus, pour avoir des alternatives fiables, il faut avoir du recul. Parce qu'aujourd'hui, si on sort une alternative comme ça, comme on le fait parfois pour les pesticides, on sort une autre molécule qui n'est pas interdite, dans 2 ans, 5 ans après, je ne sais pas exactement quelle est la temporalité, elle est également interdite, parce qu'en fait, c'est pareil. Donc il faut aussi, malheureusement, le problème c'est que si on se l'applique à nous, on n'a pas la souveraineté européenne pour l'appliquer aux autres. Monsieur Harpé, vous souhaitez réagir puisque vous êtes interpellé? Est-ce que... J'entends très bien le contexte où l'Europe n'a pas, ne peut pas aujourd'hui, entre guillemets, fermer ses marchés à l'arrivée des produits qui nous viennent d'extérieur. Mais je pense que l'Europe a quand même aujourd'hui un potentiel de régulation qui permettrait peut-être de renforcer contrôle, surveillance, qualité de l'eau, parce que finalement l'eau c'est le mieux, c'est ce qui est le mieux partagé peut-être dans le monde, enfin pas toujours parce qu'il y a des pays qui en sont malheureusement pas aussi bien servis, mais c'est ce qui devrait être une ressource d'un bien commun. Je vais terminer sur un mot peut-être qui va surprendre, mais ce bien commun il devrait être largement partagé autour du cadre réglementaire qui en permet d'assurer le service, l'accessibilité dans les meilleures conditions. Merci déjà pour vos passionnantes contributions. J'avais promis de vous donner la parole, mesdames, messieurs. Vous êtes très très attentifs et je comprends parce que c'est un très beau débat. Est-ce que vous souhaitez y contribuer par vos propres questionnements ou réactions ou expériences que vous voudriez partager avec nous? Je crois qu'il y a des micros qui vont tourner. Ah, on flash le QR code et ça m'arrive là. Waouh. Waouh. Bonjour, je suis là. Michel Laforgue, Suez Consulting. En fait, je voulais revenir un peu sur la problématique de la directive européenne sur l'eau, sur les problématiques de pesticides. L'introduction des métabolites de pesticides et la notion de pertinent, pas pertinent. Il a déjà fallu, puisqu'on a fait des documents sur ce sujet-là au niveau de l'AST, en fait, qu'on préflèche en fait la façon de lire les choses et de l'expliquer déjà en fait aux gens qui sont supposés connaître le sujet. La façon dont on va le présenter au public, c'est infernal, parce que dire aux gens ce métabolite-là, on ne sait pas s'il est pertinent ou pas. Donc l'ANSES va dire finalement, on va prendre par défaut qu'il est pile ou face, il est pertinent. En Allemagne, il est considéré comme non pertinent. En Belgique, il va être autre chose. Et comment on explique ça en fait au commun des mortels? Ils vont rien comprendre, parce que pour eux, soit c'est dangereux, soit ça l'est pas. Donc pour moi, il y a un vrai enjeu en fait là-dessus, et il y a une urgence en fait à ce qu'on arrive à savoir de manière scientifique quels sont ceux qui sont pertinents et quels sont ceux qui ne le sont pas. Et dans l'intervalle, on a eu le problème en fait des élections municipales où on avait des collectivités qui nous disaient mais attendez, on nous dit que c'est pertinent, il va falloir que je fasse des travaux, peut-être que dans 6 mois on me dira qu'ils n'ont servi à rien parce que c'était pas pertinent. Et donc il y a aussi un problème avec les élus locaux en fait là-dessus. Donc c'est un vrai sujet. Et là, je ne sais pas trop comment on arrive à communiquer efficacement auprès du public sur ce type de sujet très complexe. Merci. Est-ce que quelqu'un ose... Madame Merlot? La question est complexe, mais oui. on a parfaitement conscience. Je vais même la pousser jusqu'au bout, tellement elle est complexe à gérer. En fait, le dire d'expert fait que, avec les mêmes données, la même méthode, les conclusions sont différentes sur pertinence et non pertinence. Donc je vous rejoins, c'est pas gérable. Vous nous croyez ou pas, mais en tout cas, on est très régulièrement en contact avec l'Europe parce que nous, ce qu'on souhaite, ce qu'on attend de la part de la Commission européenne, c'est qu'elle nous, au-delà d'une méthode, elle nous fixe une liste de substances pertinentes et non pertinentes et qu'on parle tous et qu'on joue tous avec les mêmes règles du jeu, parce qu'actuellement, on ne joue pas tous avec les mêmes règles du jeu.
Et je vais aller jusqu'au bout, parce que pour l'instant, vous n'êtes pas concernés, mais peut-être qu'un jour, vous le saurez. On a fait les choses bien en France, et ce n'est pas un reproche, on a eu raison de faire bien. Et il faut qu'on continue à faire bien, en cherchant des substances, en essayant de comprendre quels sont les effets sur la santé. Sauf que, je vais me permettre de dire que les autres États membres n'ont pas fait pareil. La Commission européenne s'apprête à publier des résultats sur les pesticides dans les différents États membres. On va être les premiers de la classe en termes de carte rouge au niveau européen. Et derrière, qu'est-ce qui nous attend? C'est les contentieux. C'est les contentieux. Donc on a vraiment besoin d'arriver à un système où on continue à surveiller, parce qu'on le doit à nos citoyens. Il y a un droit à l'information, ils ont le droit de savoir. Mais comment on joue avec les mêmes cartes du jeu au niveau européen? Parce que, peut-être pas demain, mais après-demain, on a eu les nitrates, on aura les pesticides et on aura les métabolites des pesticides. Donc j'entends parfaitement ce que vous dites, on a complètement conscience. On travaille avec la Commission européenne, on essaye d'avancer au niveau européen, et je peux vous garantir que ce n'est pas évident parce qu'on ne sent pas une mobilisation très forte des autres États membres. Merci. Alors, j'ai pas mal de questions qui tombent. Si quelqu'un souhaite s'exprimer. Oui, bonjour. Olivier Macagnan, Régie Côte d'Azur à Nice. Merci en tous les cas pour vos interventions. C'était vraiment très très intéressant. On n'a pas parlé de coût de communication sur l'argent non plus, sur le coût de l'eau, le tarif de l'eau. C'est-à-dire qu'en fait, on comprend bien qu'on faut supprimer à l'amont tout risque d'augmentation de l'utilisation de ces médicaments et autres, enfin limiter, mais on comprend bien dans les discours que ça ne sera pas possible, en tous les cas de le faire autant qu'on voudrait, et puis les molécules sont toujours nouvelles quand elles arrivent, enfin, il y en a toujours des nouvelles, donc il va falloir aussi les traiter. Alors on sait parfaitement communiquer sur les risques, parfaitement chercher et dire aux gens, regardez ce que finalement votre consommation amène, et attention, il ne faut pas boire, mais on ne leur dit pas qu'en fait, va falloir les traiter. Alors, ils sont responsables finalement de ces déchets, et donc du traitement. Et on entend encore des discours demandant à baisser le prix de l'eau, puisque c'est devenu un enjeu politique. Donc, on dit aux gens, vous allez être mieux, continuez à consommer des anxiolytiques et autres, ces produits-là, mais attention, et on ne fait pas la distinction entre... Enfin, on ne fait pas la relation vraiment, si l'eau est polluée, c'est parce que vous consommez, et par contre, on ne leur dit pas, attention, effectivement, on vous dit qu'il y a un problème, mais on ne vous dit pas comment on le traite, enfin, on ne leur dit pas comment on le traite et qu'il va falloir augmenter le prix de l'eau, parce que les traitements vont devoir être beaucoup plus fins, alors que ce soit en plus pour l'eau potable, mais on n'a pas parlé de l'assainissement, puisque ça va avec, c'est le cycle complet. Donc c'est vraiment un sujet, vu qu'on communique énormément sur ces risques, eh bien communiquons aussi, profitons-en pour communiquer sur le problème du prix. Merci beaucoup. Si Madame Davoine ou Rachel Burgi, les deux. Non, mais allez-y. Merci. Je pense que les Français sont parfaitement conscients du fait que le prix du service de l'eau va augmenter, puisque quand on les interroge, ils sont 80% à nous dire non seulement il va augmenter, mais plus des 2/3 nous disent qu'ils seraient même prêts à payer un peu plus cher, à condition justement de préserver à la fois en amont les ressources et la qualité de leur eau du robinet. Quand on leur demande pourquoi est-ce que, selon eux, le prix de ce service va augmenter, eh bien la première réponse, évidemment, parce que tout augmente, mais surtout parce que l'eau va manquer et parce qu'il faudra de plus en plus de traitements. Donc ils sont quand même conscients que derrière, il y a des ressources qui sont polluées et un service derrière à qui il va falloir relever tous ces défis. En tout cas, nous, c'est ce que nous notons dans nos enquêtes et dans notre approche de communication. Nous ne manquons jamais de dire que avant de traiter, l'enjeu principal, c'est de préserver nos ressources. Et on a également des questions. Les Français sont très sensibles à ces problèmes environnementaux. Rachel Burgi, pour compléter.
Effectivement, je veux bien juste compléter parce que c'est vrai que nous, c'est un triptyque au syndicat des eaux. C'est la qualité du service consommateur, le prix de l'eau et la qualité, évidemment, de l'eau. Et aujourd'hui, moi, je refuse quand, par exemple, on a des renégociations avec le délégataire qui nous permettent de dégager des sommes d'argent. Je refuse de baisser le prix de l'eau. Je préfère les remettre dans des fonds de travaux pour, par exemple, changer des kilomètres de canalisation ou justement investir pour améliorer le traitement de l'eau, parce qu'on risque, et c'est vraiment tout l'équilibre qu'il est difficile de trouver, c'est en voulant de plus en plus avoir une eau sans aucun polluant, même ceux qui sont présents mais n'ont pas un risque au-delà d'un certain seuil, enfin cette phrase est très longue, d'exposition, mais c'est très difficile de s'exprimer de manière très courte sur des sujets si sensibles. Je voudrais pas qu'on me fasse dire ce que j'ai pas dit. Ce que je veux dire, c'est que en voulant être vraiment retrouver une eau absolument nickel, on va se retrouver à devoir mettre en place de l'ultrafiltration, de l'infiltration osmose inverse, haute ou basse pression, enfin haute pression on n'espère pas, mais basse pression, pour essayer d'avoir cette eau, on va dire, de qualité. Nous, on a la chance aujourd'hui d'avoir investi sur des charbons actifs en grains qui permettent de régler pour l'instant le problème. D'autres régies, petits syndicats vont avoir des problèmes parce qu'ils se retrouvent aujourd'hui avec une absence de capacité de traitement. Si demain on serre encore plus la vis, qui va payer effectivement le traitement et la sécurisation pour ces régies et ces syndicats qui ne peuvent pas du coup traiter l'eau à cette hauteur-là? Nous, c'est des questions qu'on se pose dans nos schémas directeurs, par exemple, où on se dit comment on sécurise les autres, comment on se sécurise aussi nous-mêmes, et on ne ferme plus la porte à des mélanges entre de l'osmose inverse ou de l'ultrafiltration et aujourd'hui ce qu'on a la chance d'avoir déjà, les charbons actifs. On travaille aussi sur la préservation de la ressource, en effectivement se rapprochant des agriculteurs pour préserver dans le bassin. On a un peu plus de mal à approcher les industriels, mais c'est un travail qu'on essaye de faire aussi. Et justement, on le fait en partenariat avec les ARS et avec l'agence de l'eau, dont on n'a pas parlé, mais qui ont aussi un rôle essentiel dans le financement. Ces agences de l'eau aujourd'hui refusent, en tout cas chez nous en Rameuse, et je les soutiens sur cette idée, de ne pas financer le curatif, mais de financer que le préventif. Mais demain, moi, c'est hors de question, effectivement, de donner l'idée qu'on peut avoir de l'eau gratuite. Moi, cette idée d'eau gratuite ou d'eau moins chère, je pense qu'il faut vraiment être honnête, on parle de communication, d'être honnête avec les consommateurs, ça ne va pas être possible. Et rappeler une chose, quand on dit l'eau est un bien commun, elle devrait être gratuite. Mais ce n'est pas l'eau qu'on paye, c'est le traitement de l'eau qu'on paye, et ça, il faut absolument qu'on passe le message aux consommateurs. C'est le service. Je vous vois avec un micro, monsieur. Oui, bonjour. Merci pour les échanges. Yves Boulanger, Suez. Je voudrais partager une réflexion. Alors moi, les sujets des micropolluants, je baigne dedans depuis un certain temps. Ça me passionne. On passe notre vie à en analyser des nouveaux, à essayer des traitabilités. Mais en fait, on a un vrai problème, c'est que les progrès sur la détection et sur des micropolluants vont beaucoup plus vite que la capacité des scientifiques à définir des seuils de toxicité et donc des autorités sanitaires à fixer des normes. Et donc on est toujours en train de courir derrière. Alors c'est super, ça nous occupe et on fait plein de choses intéressantes, mais est-ce qu'à un moment, cette logique de une molécule, une valeur, et où on continue d'allonger les listes sans fin, est-ce qu'on ne va pas dans le mur collectivement là-dedans? Il faut arriver à aborder le sujet d'une façon différente avec des outils qui commencent à exister, émerger, qui évaluent la toxicité globale d'une eau indépendamment du détail des molécules qui sont dedans. Parce que sinon, moi je crains qu'en termes de confiance des consommateurs, il y aura toujours, on aura réglé une molécule, 2 molécules, 3 molécules, et puis arrivera la 4e, ou arrivera l'effet cocktail, et on sera toujours en train de courir dedans. Alors moi, ça m'arrange, ça nous donne du travail, mais enfin, quand même, à un moment, c'est peut-être pas génial. Merci. Quelqu'un souhaite réagir, compléter? Madame Merlot? Sur le principe, je ne peux que vous rejoindre. La difficulté étant que la recherche aujourd'hui ne nous donne pas forcément cet indice miracle qui nous permettrait de traiter de façon intégrée l'eau, ou alors je ne la connais pas. Et dans ce cas-là, preneur d'informations plus précises sur ce point-là. Mais peut-être que Cyril aurait des informations là-dessus ou des compléments à apporter. Cyril Harpé, vous êtes demandé. Oui, j'entends. Alors, il y a des indices globaux qui existent, mais
ne sont pas spécifiquement sur l'eau. Il faudrait que je revérifie la littérature sur le sujet. On va dire que c'est une construction. Il faut aussi relativiser l'intérêt qu'on porte à un indice. Un indice, c'est pour donner une orientation, un sens et guider le décideur à prendre des décisions. Si l'indice est trop synthétique, il peut laisser échapper certains critères ou paramètres qui pourraient être beaucoup plus, comment dire, avoir une plus forte incidence sur l'état global d'une eau. Donc, moi là-dessus, je suis un peu pondéré sur les indices globaux. Moi, je veux bien, hein, il en existe plusieurs, les indices synthétiques, les indices globaux, pour la consommation, pour notamment le niveau du pays en termes de production intérieure brute, pour ne pas le citer. Ça laisse toujours à passer à la trappe ou à avoir des angles morts sur certains éléments qui seraient importants de signaler quand il y a des écarts, notamment des différences trop nettes qu'on va lisser avec un indice qui justement a vocation à donner une vision globale. Donc je suis assez, réservé sur la valeur de l'indice global. Moi, il me semble que, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, je vais dire que je suis un peu obsessionnel, mais il me semble qu'au vu de ce qui vient d'être dit sur l'accumulation des capacités qu'on a d'aller détecter les molécules qui sortent, et ça va plus vite que la capacité, la détection va peut-être pas aussi vite que la mise sur le marché. Moi, je crois que la régulation, elle doit se faire en amont, je reviens là-dessus, par les autorisations qu'on va délivrer sur les molécules dont on n'a pas évalué toujours ni l'efficacité, ni les risques de toxicité, ni de risques sanitaires, ni de risques pour l'environnement de ce qui est mis sur le marché. Donc c'est un peu une course à l'échalote où on va toujours essayer de rattraper ce qui a déjà été mis sur le marché. Moi, je crois que la régulation, elle doit être vraiment en amont, même si le contexte géopolitique fait qu'on est sur un marché ouvert, un marché commun. Je crois que c'est la régulation par nos autorités qui aura, à mon avis, le plus de sens pour non seulement l'usager, in fine, mais aussi les autorités sanitaires. Merci. Est-ce qu'il y a encore une... Voilà, on va prendre la dernière question. Monsieur. Bonjour, Denis Gilbert, Vendéo. Merci beaucoup pour les présentations. Moi, j'aurais voulu avoir votre réaction sur une difficulté qu'on peut avoir. J'ai entendu effectivement cette notion et on le vit, de seuil sanitaire, de niveau de détection, etc. Et il y a une population qui est difficile à convaincre, c'est le milieu agricole. Parce que là, pour le coup, il y a un vrai enjeu aussi économique derrière. Et nous, on est régulièrement confrontés à ça. J'ai eu ça il y a justement quelques temps, d'être dans des assemblées et d'essayer de convaincre et d'entendre, oui, mais les normes, c'est de plus en plus bas. Puis de toute façon, ça change tout le temps. La pertinence, ça change tout le temps. Et là, on est vraiment confronté, pour le coup, à une population qui utilise ces arguments avec derrière, forcément, l'enjeu économique pour contrer un peu nos arguments scientifiques et, je dirais, normatifs. J'aurais aimé un peu votre réaction. Quelle est la bonne méthode pour communiquer avec le milieu agricole, justement? Merci. Madame Burgy. Je peux vous donner simplement l'expérience qu'on a eue par rapport au paiement pour services environnementaux qu'on a mis en place en local, donc qui ont pour but de finalement inciter les agriculteurs à avoir des pratiques moins impactantes sur l'environnement, avec des cultures bas niveau d'impact ou faible niveau d'intrants. Et donc, on est entré en audit chez des agriculteurs qui étaient forcément volontaires. Mais parfois, il y a des gens qui sont quand même, qui nous voient arriver avec un petit peu les yeux froncés, mais on leur dit que ça peut être bénéfique pour eux, mais vous n'allez pas convaincre un conventionnel qui ne veut pas vous entendre, ça c'est certain. Nous, on est quand même une des plus grosses régions ici agricoles, on est très céréalier, donc on est très exposé. Je suis fréquemment en préfecture pour prévenir aussi par rapport à d'autres injonctions contradictoires qu'on peut avoir, qui est l'augmentation des méthaniseurs, avec le développement des cives notamment, pas que, mais il y en a quand même, et puis on ne peut pas en vouloir à un agriculteur de développer des cives et de vouloir gagner de l'argent, même si ce n'est pas normalement l'objectif premier d'un agriculteur céréalier. En tout cas, on va chez eux, ils acceptent de nous ouvrir les portes, et les PSE ont réglé le problème des nitrates chez nous, en tout cas au syndicat des eaux de la région Messine. Donc je ne peux pas dire que c'est impossible de discuter avec les agriculteurs, mais bien sûr, eux, le fait qu'il y ait aussi des oscillations
au ministère de l'Agriculture où on arrête le plan phytosanitaire d'un coup comme ça, on reporte des choses. Je ne vous parlerai pas de la loi du plomb, on va pas, sinon on en a encore pour 3 heures. Hein, mais n'empêche que les oscillations là-dessus où les gens ne comprennent strictement rien aux molécules qui sont évoquées et est-ce que c'est toxique, est-ce que ça l'est pas, ces néonicotinoïdes finalement on a du mal parce qu'on a des données qui paraissent très sérieuses d'un côté et très sérieuses de l'autre et qui disent exactement l'inverse, donc c'est très difficile. Je me suis clairement écharpée avec une collègue députée à moi où j'ai essayé de lui faire comprendre mon point de vue et elle aussi, et finalement voilà, qui avait raison, on ne saura pas. Donc sur les agris, c'est ça le problème, c'est qu'ils sont vraiment tellement impliqués dans la préservation de la ressource qu'on ne peut pas arrêter d'essayer de parler avec eux. Et c'est hyper important. Je serai cet après-midi sur une réunion qui concerne le plan Grand Littoral avec aussi d'autres injonctions qui sont celles du tourisme autour des réserves d'eau artificielles qui ont été créées dans les années 70 pour venir en adjonction aux ASEC des rivières. C'est pareil, il y a toujours des choses, des gens qui ne vont pas forcément comprendre parce qu'il y a des messages contradictoires au plus haut de l'État. Et ça nous aide pas parce que pourtant, au local, on arrive à faire des choses superbes. Merci pour vos contributions. Merci aussi aux personnes qui vous ont tendu les micros. J'ai plusieurs questions qui sont tombées sur Slido, donc l'application. Je vais en prendre une, et pardon de ne pas pouvoir tout prendre parce que le timing est ce qu'il est. Je vais citer Anonymous, qui nous dit que les risques sanitaires n'étant pas propres à l'eau potable, est-ce qu'il n'y a pas des méthodologies de communication inspirantes existantes? Je pense au nucléaire. J'ai cité. Merci. Voilà. Et puis je vais citer. Voilà. Peut-être pour, nous, ce sur quoi on travaille. Non, vous en avez sans doute entendu parler, mais effectivement, on essaie de développer ce qu'on appelle l'approche exposome, c'est-à-dire d'avoir une approche très intégrée et d'arriver à communiquer sur le fait que l'eau n'est pas le seul compartiment qui contribue à l'exposition des populations. Et très clairement, les substances dont on a parlé ce matin, même si on n'a pas toutes les données qui nous permettent de l'affirmer aujourd'hui, mais la contribution par l'alimentation solide, elle existe aussi. Et pourtant, et paradoxalement, on a discuté tout au long de cette table ronde, l'eau reste, le citoyen fait un focus sur l'eau, peut-être parce qu'il ne choisit pas son eau, c'est-à-dire qu'il choisit d'acheter une pizza ou une quiche Lorraine, mais l'eau, il n'a qu'un robinet, donc c'est cette eau qu'il prend. Et donc peut-être parce qu'il ne la choisit pas, mais c'est vrai qu'il y a un focus fait par nos citoyens sur le rôle de l'eau, l'apport de l'eau, alors que finalement, je vous rejoins, il n'y a pas que l'eau qui contribue à l'exposition des populations. Merci, merci à vous, alors, mes chers invités. Mon ennemi juré en pareille circonstance me rappelle à l'ordre, c'est l'horloge évidemment qui m'indique son verdict. Donc pour respecter le timing, je vais vous lancer une dernière interpellation très rapide, si vous en êtes d'accord, en vous remerciant d'ores et déjà pour toutes vos contributions, chers invités. En une ou deux phrases, quel est finalement le réflexe collectif qu'on devrait renforcer pour peut-être conjuguer avec plus d'efficience encore ces mots qui sont risques, qui sont information et qui sont confiance dont on a parlé. Madame Davoine, vous me regardez droit dans les yeux, alors je vous tends le micro. Toujours regarder droit dans les yeux. Absolument. Moi, j'aurais un mot, c'est vraiment l'écoute, parce que lorsque l'on s'écoute, on se comprend, et lorsqu'on se comprend, on arrive à mieux se répondre. Et évidemment, et on l'a vu autour de cette table, une mobilisation sans laquelle on ne pourra pas avancer. On a parlé des avancées technologiques, scientifiques et réglementaires. Il y a également cette formidable mobilisation qu'on retrouve d'ailleurs dans notre secteur de l'eau. Et vraiment, j'insiste, cette écoute à la fois entre nous, mais l'écoute vers le consommateur qui nous dit quelque chose, qui, lorsqu'il a une question qui est souvent locale, alors que c'est quelque chose qui repose sur des règles pour tous, eh bien dans chacune de ces questions, on a derrière la réponse adaptée qui nous permettra de conserver cette confiance dans un produit aussi essentiel pour le quotidien. Jean-Philippe Rodet, une ou deux phrases.
Si ça va. Je vais t'en faire 3 ou 4. Je vais effectivement complètement être d'accord avec ce que vient de dire Nathalie Davoine. Effectivement, on le disait tout à l'heure, on a la chance quand même malgré tout, sur un sujet qui est pourtant déjà questionné, d'avoir encore un socle de confiance qui est quand même assez robuste. Donc il faut vraiment surtout collectivement on soit bien conscient de la nécessité de le préserver, encore une fois de le consolider, en apportant notamment des solutions concrètes. Et pour répondre à la question sur l'information spécifiquement, je pense qu'il faut aussi bien toujours garder en tête qu'il faut être en mesure de répondre qualitativement et quantitativement, pardon. Qualitativement, ce que je veux dire, c'est qu'il faut toujours se demander quelles sont les questions précises que vont poser les consommateurs. Parce qu'en fait, nous, on va avoir tendance à leur raconter beaucoup de choses, mais eux, ils attendent des réponses précises sur des choses très directes. Ça, c'est le premier point, c'est le volet qualitatif. Et le volet quantitatif, j'ai failli en parler tout à l'heure, mais il faut avoir en tête aussi qu'il est important de ne pas lésiner, j'ai envie de dire, sur les moyens. C'est-à-dire, typiquement, quand on commence à envoyer des alertes sur une grande masse de population, il faut mettre en place une logistique, à mon avis, suffisamment importante pour pouvoir encaisser éventuellement les questions derrière, parce qu'il ne faudrait surtout pas que les gens ensuite vous appellent et qui vont dire on va vous répondre dans 3 quarts d'heure. Donc, c'est la nécessité de former des gens et de mettre en place des cellules dédiées, des numéros d'information dédiés, par exemple, ce qu'on fait en général, effectivement, dans ce type de cas de figure, avec les collectivités territoriales. Merci beaucoup. Cyril Herpé, je me tourne vers vous en vous remerciant encore d'avoir été en direct depuis votre belle école. Qu'est-ce que vous nous dites pour conclure? Oui, moi je vais revenir sur le droit de savoir ou même l'obligation de donner à connaître. C'est important puisque ça rentre dans un cadre réglementaire. Et puis il y a une demande sociale aussi de savoir, de comprendre. Le paradoxe, c'est que plus on veut donner à savoir et donc plus on va informer et fournir l'information et l'accès à l'information, plus on devrait l'accompagner, je dirais, d'une connaissance, et pas seulement une information, une connaissance, comme je disais tout à l'heure, par de la formation, intégrer ça dans la formation pour mieux donner à comprendre, hein, connaître et comprendre. Et une fois dit ça, c'est comment je donne les moyens à chacun d'agir, c'est-à-dire à son niveau, comment il peut agir. Est-ce que c'est par la restriction individuelle, le changement de comportement, le changement d'attitude, et ça vaut autant pour ceux qu'on a souligné tout à l'heure, hein, qu'ils soient agriculteurs, industriels et autres, c'est comment il y a une nouvelle régulation qui s'organise pour que tout ce qui est en amont ne se retrouve pas en aval et la course, comme toujours, la course-poursuite à des molécules dont on n'a pas assuré le suivi, la traçabilité, et dont on découvrira les effets peut-être dans 10 ou 20 ans. Merci à vous. Rachel Burgi. Tellement de choses ont été dites, je vais être très courte. Je vais dire qu'il faut faire preuve pour communiquer et rétablir et garder cette confiance, d'humilité et puis d'honnêteté, en fait, de considérer les questions effectivement qui sont en face de nous, y répondre avec beaucoup d'humilité, le plus de transparence possible et toujours beaucoup d'honnêteté. Je pense que ça, on ne pourra jamais le reprocher, même que ce soit sur l'incertitude qu'il peut y avoir, ou en tout cas le temps nécessaire à répondre de manière plus précise. Merci. Mathilde Merlot, c'est vous qui aurez le dernier mot dans ce dernier tour de table. Écoutez, ça reboucle beaucoup de choses qui ont été dites. J'avais identifié 3 verbes. Le premier, c'est anticiper, parce que, en tout cas, nous, c'est le constat qu'on fait au niveau national. On est beaucoup en communication réactive et elle est beaucoup plus difficile à gérer qu'une communication en anticipation, même si elle peut aussi présenter des difficultés. Le deuxième, c'est relativiser, parce qu'effectivement, on sait de plus en plus de choses et pour autant, c'est pas pour autant qu'il y a plus de risques qu'il n'y en avait avant. Et puis le dernier, ce serait oser dire qu'on ne sait pas, parce qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Et c'est pas un aveu de faiblesse, c'est simplement, effectivement, comme vous l'avez dit, la science ne va pas aussi vite que le développement des capacités analytiques et on ne sait pas aussi vite que ça en termes de risques sanitaires. Mesdames, Messieurs, c'était un plaisir, un bonheur de vous interroger. Je voudrais qu'on applaudisse ces 5 personnalités. Merci à vous, Cyril Herpé, là-bas à Rennes. Merci à vous pour la qualité des échanges avec mes collègues sur place. C'était un plaisir. Restez avec moi si vous voulez bien. Je voudrais qu'on accueille pour quelques mots de conclusion de ces 4 jours de folie ici à Nancy, Monsieur le Président Pierre Hirzberger. Rebonjour, Président. Merci pour vos applaudissements. Je ne sais pas quelles sont vos impressions à cet instant. J'imagine peut-être un peu d'émotion. J'espère que vous êtes ravis de cette semaine que vous avez passée à Nancy sur tellement de sujets passionnants. Alors c'est toujours un peu d'émotion de faire le mot de la fin d'un congrès de l'AST. C'est
5e congrès en tant que président de cette magnifique association. Et c'est allé vite, comme d'habitude, alors que vous savez, c'est le fruit d'un travail qui dure toute une année, puisqu'on est déjà sur la préparation du congrès de l'année prochaine. Cette année, nous étions 670 participants à Nancy depuis lundi soir. Donc encore une très belle édition. Ce que je retiens de ce que j'ai déjà entendu des uns et des autres lors des pauses, c'est vous avez apprécié la qualité du contenu qu'on vous a proposé pendant ce congrès. Ça montre aussi forcément la qualité du travail de tout le monde, de tous les acteurs de l'eau et des déchets. Et donc, ça montre aussi que ces niveaux d'intérêt sont aussi en relation, évidemment, avec les attentes des populations pour lesquelles, finalement, on travaille toutes et tous, chacun dans son rôle. Et donc, je ne peux que me réjouir de ça. Donc, on a été accueillis et très bien accueillis par la ville de Nancy et la métropole du Grand Nancy, l'Agence de développement l'Europe, également Destination Nancy, dans ce magnifique palais des congrès qui était vraiment un lieu de travail très très agréable, très lumineux, on n'a pas eu chaud, c'était vraiment parfait. Et puis on avait aussi nos 30 partenaires qui nous ont accompagnés. Vous savez très bien que sans ces partenaires-là, un congrès de l'AST ne peut pas se tenir. L'ensemble des présentations seront prochainement disponibles sur le site internet de l'association. Je vous remercie aussi de remplir le questionnaire de satisfaction annuel qui nous permet de nous améliorer et puis d'essayer l'année prochaine de tester d'autres choses et de vous proposer éventuellement d'autres formats. Merci à l'équipe permanente de l'AST, forcément pour qui le congrès c'est un moment important et c'est beaucoup de travail de préparation et je les en remercie parce que ça s'est encore déroulé cette année parfaitement. On va se retrouver l'année prochaine à Caen, du 7 au 10 juin. L'appel à communication pour l'année prochaine, eh bien, ça démarre d'ici quelques jours, la semaine prochaine. Et puis, on vous a entendu, donc je le redis, l'appel à com cette année sera ouvert jusqu'au 27 septembre. Voilà, donc bon retour chez vous, faites attention à la chaleur. Il y a une lunchbox qui vous attend pour ne pas repartir le ventre vide de Nancy. Et encore une fois, merci à toutes et tous pour votre présence. Et puis, évidemment, on se recroisera dans les différents autres moments de l'AST, les webinaires, les groupes de travail, les réunions aussi des instances, conseil d'administration et bureau. Merci à tous mes collègues administrateurs et membres du bureau pour leur engagement et leur soutien. À bientôt. Merci à vous, Monsieur le Président. Bravo. C'est sur ces mots donc que s'achève ce 105e congrès de l'AST ici dans la cité du Cal. Mesdames, Messieurs, soyez toutes et tous remerciés pour votre participation à cette dernière plénière. Un congrès qui n'est pas encore complètement terminé pour celles et ceux qui ont réservé leur place pour la visite exceptionnelle cet après-midi du site de Saint-Gobain-PAM à Pont-à-Mousson. Une visite qui vous montrera de façon spectaculaire les transformations majeures opérées dans le processus industriel ces dernières années, que ce soit en matière énergétique et de décarbonation, mais aussi sur le sujet sensible et stratégique de l'eau. Je n'en dis pas plus. N'oubliez pas deux choses, donc de récupérer vos lunchbox dans la partie accueil pour reprendre quelques forces, mais aussi vos bagages, même pour les personnes qui vont à Pont-à-Mousson cet après-midi. Un salut reconnaissant aussi à l'équipe technique qu'on oublie souvent. Je voudrais les remercier parce qu'ils ont fait un travail remarquable. On est toujours très très bien accueillis ici. Merci à vous, mesdames, messieurs. Au revoir Nancy 2026. Bonjour Caen 2027. J'ai bien compris le message. Et quant à moi, j'espère vous retrouver ici ou ailleurs pour d'autres débats. Portez-vous bien. Merci.